Bonsoir. Merci d'être venus nombreux pour assister à ce débat. Merci au Festival de Blois d'avoir associé donc Alternative économique à son programme, à la partie économique de son programme. Donc moi je suis Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative économique, donc une petite coopérative qui essaye de survivre dans ce monde de brut de la presse d'aujourd'hui. Le sujet qu'on va traiter ce soir n'a pas de rapport, a priori, avec la dominante du festival, donc, qui n'est plus affichée, donc qui était l'Italie, à moins que certains de nos intervenants trouvent un moyen de rattacher l'actualité des Gilets jaunes à la situation italienne à travers l'émergence de la Ligue ou du mouvement 5 étoiles, je ne sais pas. Donc il s'agit effectivement ce soir de revenir à froid désormais sur un mouvement qui a marqué assez profondément, je crois, la société française, tant par sa durée que par sa nature. Il a révélé beaucoup de choses à la fois, l'ampleur des difficultés qu'il peut y avoir à mener une transition écologique qui soit à la fois rapide et juste, l'ampleur des inégalités qui fragmentent aujourd'hui la société française et en particulier les inégalités territoriales, la faiblesse des corps intermédiaires traditionnels pour représenter ce type de revendication, ce type de mouvement, la violence qui peut se déclencher assez rapidement dans une société comme la société française, la violence des manifestants certes, mais aussi la violence policière, et ce que ça peut traduire. Alors, après le grand débat, après que les choses se soient calmées, après que 10 milliards d'euros aient été dépensés pour les calmer, où en est-on aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire au-delà des réactions immédiates que ce mouvement a suscité? Quelle marque il laisse profondément dans la société française? Quelles leçons on peut en tirer sur le long terme? Est-ce qu'on en a déjà tiré quelques leçons? Donc pour en parler ce soir, Daniel Salnave, donc, qui est écrivain, membre de l'Académie française et qui avait écrit en quelques jours, je pense, un livre tract un peu, Jojo le gilet jaune, oui d'ailleurs c'est dans la collection tract, de chez Gallimard au printemps dernier. Donc Jojo le gilet jaune, c'était une référence à une mention qu'avait fait Emmanuel Macron dans un de ses discours pour dire qu'on n'allait pas mettre Jojo le gilet jaune sur le même plan qu'un ministre, etc. Alexis Spire, qui est directeur de recherche au CNRS, qui lui n'a pas écrit spécifiquement sur les gilets jaunes, mais qui, avant, avait écrit un bouquin sur le thème de la résistance à l'impôt et de l'attachement à l'État, au seuil. Donc on peut considérer que d'une certaine manière, ce qu'il décrivait a fait de lui un des rares Français qui avait prévu quelque chose de ce type. Mais il nous dira ce qu'il en retire aujourd'hui. Et enfin, Edoui Plenel, donc, qui est le cofondateur de Mediapart. Mediapart a fait un important travail de terrain pendant le mouvement lui-même pour en rendre compte en étant au plus près des acteurs de ce mouvement. Et Edoui en a tiré un bouquin qu'il a appelé « La victoire des vaincus » aux éditions La Découverte. Donc Daniel Salnave, je vais vous demander, donc on va procéder d'une manière extrêmement classique, une dizaine de minutes d'intervention liminaire de chacun des intervenants, une réaction, enfin des réactions les uns par rapport à ce que les autres ont pu dire, s'il y a des désaccords, des sujets sur lesquels les uns et les autres souhaitent rebondir, et ensuite un échange avec vous.
Donc Daniel Salna, vous aviez lancé ce cri un peu en printemps dernier pour souligner que vous étiez choqué de la façon dont les élites un peu avaient pris ce mouvement et avaient méprisé ses acteurs, etc. Où en êtes-vous aujourd'hui? Avez-vous le sentiment qu'ils ont finalement réussi à être entendus, que leurs soucis ont été pris en compte? Merci de me donner la parole pour commencer. C'est toujours intimidant, mais bon, ensuite on écoute et on est rassuré. Je voudrais simplement faire état d'une chose. Nous sommes dans cette salle qui s'appelle salle des États généraux. Les États généraux traversent l'histoire de la France à des époques successives. Et on sait que les États généraux qui se sont réunis au début de la Révolution, c'était la première fois depuis un siècle et demi. Et quand on pense États généraux, on pense aussi à un certain nombre de phrases. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une identité entre les mouvements, mais ce sont des choses auxquelles on pense. Je pense évidemment à la formule de l'abbé Sieyès, parlant du tiers-État, disant « Qu'est-ce que le tiers-État ? Rien. Il aspire à être quelque chose. » Mais finalement, j'aurais pu mettre cette partie de la phrase en exergue à ce petit tract. J'ai profité de ce que les éditions Gallimard ont relancé cette collection, Tract, qui existait avant la guerre, et qui est un format très intéressant parce que ça implique une certaine rapidité, une certaine brièveté entre le moment où on y réfléchit, où on l'écrit et où on le publie, donc un risque, parce qu'on ne peut pas se rectifier ou corriger, mais ça me convenait parfaitement parce que, comme vous l'avez rappelé, l'idée de ce petit livre m'est venue non pas seulement au moment où le mouvement a eu ses premières manifestations, mais au moment où je me suis trouvé devant un certain nombre de phrases qui avaient été prononcées. C'est pourquoi le titre n'est pas de moi, je n'ai pas payé de droit d'auteur, mais le titre, il est du président, il n'est pas de moi. Un certain nombre de phrases, il y en a, je crois, 2 ou 3. Il y a cette phrase, oui, les médias ont tort parce que souvent, vous mettez sur le même plan un ministre et un Jojo avec son gilet jaune. Il y a au moins 2 choses qui sont déplaisantes dans cette phrase. Le fait de dire qu'on ne peut pas mettre sur le même plan un ministre et quelqu'un d'autre. Et puis dire un Jojo, le gilet jaune. Jojo ne peut pas être considéré comme particulièrement positif, comme façon de désigner le gilet jaune. Autour de cette phrase s'en greffent plusieurs. Une autre qui a été prononcée par le président au moment de l'inauguration d'une gare, où il disait « Une gare, c'est un endroit merveilleux, parce que se croisent ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien. » Alors, 2 ou 3 petites phrases comme ça suffisent pour faire monter en quelqu'un qui a la tête un peu près du bonnet, ça suffit à faire monter une saine colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne peut pas aller. De même que je n'aime pas quand on dit qu'à l'enterrement de telle vedette ou à l'enterrement... Les anonymes se pressaient. Qu'est-ce que ça veut dire, les anonymes? Tout le monde a un nom. Alors, et d'un côté les grands de ce monde et de l'autre les anonymes. Tout le monde a un nom. Et à ce moment-là, je me suis dit, et en parlant autour de moi, je me suis dit, mais alors, mes parents étaient instituteurs, mon grand-père était vigneron, un autre de mes grands-pères était au chemin de fer, parce que c'est souvent dans les familles modestes, comme on dit, j'aime bien ça aussi, le mot famille modeste. On était instituteurs ou cheminots, c'était une manière de devenir fonctionnaire, petit fonctionnaire, et donc de sortir d'une précarité qui avait été une précarité séculaire. Je me suis dit, mais moi, je suis chez moi avec les gilets jaunes. Alors on me répondra, mais après tout, tu n'as rien fait pour ça, on n'a pas à se vanter de sa naissance. Non, c'est pas se vanter, mais je ne peux pas non plus considérer que mon arrière-grand-mère, qui était laveuse dans un lavoir au bord de la Loire, à Chalonnes-sur-Loire, peut être considérée comme des gens qui ne sont rien. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas, donc j'ai eu envie d'écrire ce petit livre. Et je suis partie aussi parce que j'avais eu un moment de trouble. J'avais été très emballée en voyant que ce mouvement se déclenchait et un petit peu refroidie parce que très tôt, 2 ou 3 paroles, slogans, etc. m'avaient un peu déplu. En particulier un qui concernait l'âge de l'épouse du président de la République. Bon, un autre qui avait été carrément homophobe, un autre ceci, etc. Je me suis calmée là-dessus car j'ai bien vu qu'après, on faisait un usage excessif de ces manifestations malencontreuses, évidemment pour déconsidérer ce mouvement. L'idée que j'avais était toute simple. J'allais me demander, mais voyons, est-ce que nous ne sommes pas tous coupables de cette
absence de reconnaissance dont se plaignent la majorité de ceux qui se sont reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes. Et je fais juste une petite allusion. J'ai fait un débat, beaucoup de débats sur ce sujet. Et un jour, j'étais, je vais le nommer, avec Hervé Lebrun, on avait un débat sur cette question, et il venait de publier des statistiques dans lesquelles on voyait que ceux qui se reconnaissent dans les Gilets jaunes sont plutôt économiquement moins mal à l'aise que leur équivalent en Allemagne, etc. Alors comment ça se fait? Ils sont plutôt moins mal économiquement. Je dis, mais vous donnez la réponse en faisant observer cela. Cela veut dire que la question n'est pas seulement la question du pouvoir d'achat et des fins de mois, elle est une question de reconnaissance, d'existence tout court, qu'on l'appelle... Alors j'ai fait défiler un certain nombre de gens qui parlent de cette reconnaissance, qui vont depuis la plus extrême gauche, en allant vers une philosophe comme Simone Veil, une philosophe catholique convertie, qui parle de l'exigence de dignité. On me dira, ben, dignité, c'est un mot plutôt religieux. Peut-être, mais l'exigence de dignité, c'est une exigence fondamentale. Donc, à ce moment-là, ayant surmonté le petit refroidissement que j'avais eu tout à fait au début, je me suis complètement reconnu. Il se trouve que je vis une partie de l'année en dehors de Paris, dans le nord de Paris, dans des régions qui sont d'anciennes régions agricoles et qui sont très sinistrées économiquement, parce que les grandes régions agricoles n'emploient plus tous les ouvriers et divers qui étaient attachés à la moisson, etc. Maintenant, les parents étaient plus ou moins avaient du travail, les fils beaucoup sont au chômage. Donc la question du pouvoir d'achat est très, très présente dans ces régions. Mais il y avait une deuxième chose, c'est que ce que j'avais dans ma visée, c'était, comme on dirait à droite, et donc je ne dirais pas ma famille politique, parce que c'est à droite qu'on dit ma famille politique. À gauche, on ne dit pas ma famille politique. On dit ceux avec qui je vis depuis toujours, ou ceux avec qui je me débat parfois, ou je débat parfois, mais je ne dirais pas ma famille politique. Mais je dirais que donc, moi je voulais raconter ça dans ce livre. Je voulais raconter que lorsqu'un quelqu'un de proche du pouvoir dit oui, c'est des gens qui ont des bagnoles et qui fument des clopes, je regardais autour de moi, je vois que parmi des intellectuels, des artistes de gauche, parfois une attitude que je trouve préoccupante à l'égard du mode de vie, du mode des pratiques culturelles, de l'absence de pratiques culturelles, des petites maisons Bouygues, etc. J'entendais autour de moi souvent des discours que je considérais comme légèrement condescendants. C'est pourquoi je décris, moi je fais toujours les choses de façon très concrète, c'est un petit peu des petits bouts de roman que je mets. Je décris un dîner où on est bien, on est près du feu de cheminée, dans une jolie maison restaurée, bien restaurée d'un petit village, et de place en place autour du village, on construit des zones pavillonnaires. Lesquelles zones pavillonnaires sont des maisons Bouygues, je vais dire maison Bouygues ou autre chose, avec 2-3 voitures devant, des tuyas, évidemment, un peu partout, et presque toujours au dessert, on a « Ah, ils vont encore nous coller une maison Bouygues ». Et je me dis quand même, toi tu es un auteur, plus ou moins publié, toi tu es une comédienne qui a des problèmes, qui est parfois intermittente du spectacle. Comment tu peux dire ça ? Ces maisons moches, ces maisons, ils vont encore nous gâcher le village. Qu'est-ce que c'est que cela ? Est-ce que vraiment, mais ce sont des gens, dit-on, mais on ne les voit jamais, on ne les rencontre pas, on fait des spectacles qui n'y viennent pas. Et oui, en effet, quand on fait, moi j'ai tenté des shows dans ce village, et j'ai parlé un jour avec une dame qui m'a dit, mais comment voulez-vous qu'on vienne? C'est pas pour nous. Or, c'était normalement dans ce village, c'est pas pour nous. Si vous mettez bout à bout ceux qui ne sont rien, ou les sans-dents, pour ne pas être le seul qui soit visé dans ma critique, les sans-dents, les gens qui ne sont rien, les anonymes, le petit peuple, les humbles, enfin que sais-je, tous ces mots qui sont épouvantables. Et de l'autre côté, des gens qui ont une conscience de gauche, politique, etc., qui peuvent dire, entre nous, qu'est-ce qu'elles sont moches ces maisons, et puis ils n'ont rien que du diesel qui nous empeste. C'est quand même un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me suis dit qu'au fond, en France, on était dans une période où on avait profondément perdu le sens de quelque chose qui pouvait non pas créer une union, une cohésion, non, mais qui soit quelque chose de l'ordre de l'éducation populaire. De tous ces mouvements, je ne vais pas remonter très haut, je remonte à la Libération, pas plus, c'est-à-dire quand même déjà un petit peu en arrière. Se sont multipliées des actions qui étaient vraiment des actions en direction
couches, travailleurs, employés, etc., qui était ce qu'on appelait éducation populaire. Je rends hommage à travers ce petit livre aussi à ce qu'a représenté ce qu'on appelle le communisme municipal. Je n'ai aucun regret de la période, je n'ai aucun regret de Staline, je ne souhaite pas, je suis plutôt contente de l'effondrement du communisme réel. Mais en France, la disparition de ces actions qui étaient liées au communisme municipal, je rends donc un hommage direct et appuyé à quelqu'un qui était vraiment un grand ami et qui est mort il y a 2 ans maintenant, qui est Jacques Ralit. Je rends hommage à Jacques Ralit, pourquoi? Parce qu'il y a une vraie vision de ce qu'est une action culturelle véritable, en direction, comme on dit, ou pas seulement en direction d'eux, mais avec ceux qui habitent les quartiers, les banlieues. Je pense à Jacques Ralit faisant venir le Collège de France à Aubervilliers. Et je suis tombé, je vous conseille d'aller voir sur Internet, sa dernière interview, 2016. Il décrit avec des larmes dans la voix, parce que c'était un grand émotif, il décrit le train qui allait à Strasbourg pour les États généraux de la culture. Eh bien, quand on entend ça, on se dit, voilà ce qu'on a manqué, voilà la coupure, et c'est une des coupures les plus graves qui font que l'unité nationale, on est profondément menacé, parfois plus que par d'autres dangers bien plus complaisamment soulevés. Alors aujourd'hui, je prendrai un simple exemple. Quelqu'un dans mon entourage qui n'était pas beaucoup autour de moi, je fais un aveu, beaucoup de gens disaient mais qu'est-ce que tu te mêles de ça, c'est pas ton affaire, pourquoi tu écris ça, puis tu sais, on sait jamais comment ça va tourner, tu ferais mieux de te tenir à l'écart de tout ça. Bien, une de ces personnes, un ami, m'appelle hier et me dit tu vois, le mouvement des Gilets jaunes près de moi, ils ont fait sécession, il y a une scission, pardon, pas sécession, mais scission, il y en a une partie qui a déclaré qu'elle voterait Front National. Et je lui dis et alors? Il me dit, mais tu te rends bien compte que tu t'es embarqué sur un mauvais terrain? Je lui dis non. Je lui dis parce qu'il est clair que les réponses qu'on a apportées, qui sont des réponses essentiellement financières, on a mis quelques milliards, n'ont absolument pas été comblées les questions qui se posaient. Je dirais que ces questions-là n'ont même pas été entendues. Alors je pense que ce soir, entre vous et nous, il y aura des questions sur ce type de préoccupation. Merci. Donc, une envie d'écrire qui venait de différentes réactions dans l'entourage pour la reconnaissance de cette exigence de dignité que manifestait ce mouvement, une envie aussi de s'adresser à la famille politique de la gauche qui ne comprenait visiblement pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, ça reste encore le chemin reste encore à faire. Alors, Alexis Spire, donc, vous aviez enquêté sur les réactions des Français qui étaient très contradictoires, avec d'un côté, c'est vrai, un certain ras-le-bol fiscal et une certaine réaction par rapport au niveau d'imposition, et en même temps, une demande très forte d'État. Donc, le mouvement des Gilets jaunes a tout à fait reproduit cette contradiction assez fondamentale. Comment vous avez vu le mouvement? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va marquer, en particulier sur les questions que vous évoquez? Merci d'abord de me donner la parole et me donner l'occasion de parler un peu de cette enquête qui a duré 5 ans et demi, 6 ans en fait, avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Et je dois dire que j'ai été surpris évidemment par le surgissement de ce mouvement, son ampleur, et en même temps certaines de ses revendications et de ses évolutions, disons, recoupaient une bonne partie des résultats que j'ai essayé de rassembler dans l'ouvrage que vous mentionnez tout à l'heure, qui est sorti en 2018. D'abord, je pense qu'il faut être très modeste par rapport à ce mouvement et je vais essayer d'en tirer quelques enseignements, mais je préfère dire au préalable que c'est extrêmement difficile de dire des choses justes sur un mouvement qui a duré aussi longtemps et qui a été aussi hétérogène dans le temps et dans l'espace. Et pour avoir encadré des groupes d'étudiants qui ont fait des enquêtes sur les ronds-points, je sais que les choses qui pouvaient exister dans le bassin minier autour de Lens, dans l'est de la France ou encore dans le sud-ouest sont en fait assez différentes. Et donc ça rend, disons, très difficile tout discours homogénéisant voilà, et a fortiori aussi parce que la réaction première, ça a été de vouloir donner une signification politique
homogène et unique à ce mouvement. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'en proposer une lecture plutôt sociologique ou sociale. D'abord, ce qui a confirmé un résultat de mon enquête, c'est que ce que j'ai appelé les résistances à l'impôt, c'est pas des résistances, pardon, une résistance à l'impôt dans son principe, mais c'est une exaspération à l'égard de l'injustice fiscale. Et du même coup, une fois qu'on a dit ça, on comprend que c'est pas forcément contradictoire avec l'attachement à l'État, l'attachement au modèle de protection sociale et l'attachement au service public. Je vais juste essayer de développer 2 points qui me semblent importants. D'abord, le premier point est en quoi ce mouvement signe quelque chose d'assez nouveau du point de vue sociologique. C'est le fait qu'on a là, au départ, une revendication de pouvoir survivre, pouvoir vivre dignement, qui est en fait une revendication de pouvoir d'achat. Or, dans ce pays, la revendication pour le pouvoir d'achat, pour le fait de vivre dignement, elle est très ancienne, elle est portée par des syndicats, elle est portée par un mouvement ouvrier. Et cette revendication, elle a été toujours, d'une certaine manière, formulée par la question du partage du gâteau, la question du partage de la valeur ajoutée, la question des augmentations salariales. Et ce qui est nouveau d'une certaine, ce qui est nouveau d'une certaine manière dans ce mouvement, c'est qu'il reprend cette revendication, mais en la reformulant tout autrement. Alors pourquoi ? Précisément parce que dans un contexte depuis 30 ans où il est devenu quasi impossible, du fait du chômage massif, du fait d'un discours sur la mondialisation, du fait d'un discours sur le coût du travail, il est devenu impossible de revendiquer des augmentations salariales, précisément pour ceux qui veulent vivre dignement et qui ont intériorisé l'impossibilité de demander des revendications salariales, la seule issue possible, d'une certaine manière, et ça apparaissait très clairement dans mon enquête, c'est précisément cette idée qu'on nous en prenne moins. Et quand on dit on nous en prenne moins, c'est l'impôt au sens large qui englobe, selon les catégories, selon si c'est des indépendants, des salariés, etc. Ça peut être évidemment des impôts indirects comme la TVA, comme la taxe carbone, comme des impôts sur l'énergie. Ça peut être aussi des cotisations sociales, surtout pour les indépendants. Mais je pense que c'est très important. Et c'est pas rien parce que ça veut dire qu'on a affaire à quelque chose qui est assez inédit en France, qui est une alliance possible entre des salariés subalternes qui précisément demandent une augmentation de salaire de pouvoir d'achat et des petits indépendants qui peuvent se rejoindre, et ça c'est tout à fait nouveau dans l'histoire des mobilisations en France. C'était déjà arrivé, c'est ce qui m'avait intéressé dans mon enquête au moment du mouvement des bonnets rouges, où on peut avoir des ouvriers, des syndicalistes, en l'occurrence en 2013 c'était ça, des syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière, qui manifestent aux côtés de petits indépendants, aux côtés de petits patrons, précisément parce qu'il y a ce retournement de la revendication. Le deuxième point, qui me semble très important et qu'il faut avoir en tête avant de vouloir trop politiser le mouvement, c'est de voir que c'est un mouvement qui a une forte, disons, un centre de gravité autour de la question du travail. Et que la plupart des gilets jaunes qui ont pris la parole dans l'espace public, ils l'ont prise le plus souvent sur la question du travail, sur la question des rémunérations, sur la question du salaire, mais en se définissant par rapport à leur travail. Et en disant, voilà, je suis infirmière, je suis intérimaire, je suis ouvrier, je suis... etc. Et c'est ce qui a mis au centre, à mon avis, les classes populaires. Sauf que, et là aussi c'est ça qui est important et qui est très intéressant, c'est que c'est donc au départ, encore une fois, parce qu'il a évidemment ensuite beaucoup évolué, mais en tout cas, dans les premiers mois, à mon avis, c'est un mouvement du travail, mais qui est aussi le reflet d'une individualisation des conditions de travail et du travail, c'est-à-dire que du délitement des collectifs de travail dans un contexte où précisément il n'y a plus de grandes entreprises, où on a de plus en plus des petites structures, où en tout cas quand il y a des grandes entreprises, c'est des grandes usines, on a des ouvriers qui travaillent tout seuls comme magasiniers avec un casque sur la tête et des instructions dans les oreilles sur ce qu'ils doivent faire, etc. Tous ces il faut avoir en tête que toutes ces transformations du monde du travail ont aussi transformé et du même coup mis à mal les collectifs de travail qui existaient et donc les possibilités de mobilisation collective du travail. Et donc on a derrière ce mouvement, en fait, à mon avis, la tentative de refaire du collectif de façon individuelle, c'est-à-dire le samedi, c'est-à-dire sur des ronds-points, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire, et là aussi du même coup, avec des alliances possibles complètement improbables, entre des catégories de population qui non seulement avaient plus l'habitude de se parler, mais qui historiquement ont finalement
assez rarement combattus ensemble. Alors, le dernier point sur les suites du mouvement et ce qui en a été dit, je pense que d'abord il faut dire une chose, c'est que contrairement à une vieille idée qui traîne, cette idée que finalement ils ont eu 10 milliards, ils se sont bien débrouillés, etc., il faut quand même voir qu'il y a toute une partie des composantes de ce mouvement qui en fait n'a pas été entendue, hein. C'est-à-dire que les 10 milliards d'euros qui ont été donnés sur les petits salaires, en fait c'est d'une certaine manière un peu l'État et le contribuable a pris en charge des augmentations salariales des entreprises, mais du même coup ont été mis de côté tous les petits indépendants, tous les commerçants, les artisans qui étaient partie prenante du mouvement et qui n'étaient absolument pas concernés par ces 10 milliards, tous les petits fonctionnaires, les fonctionnaires de catégorie C, etc., qui étaient aussi partie du mouvement et qui n'ont pas eu disons, qui n'ont pas du tout été associés. Et puis, il faudrait dire un mot sur la question de l'attachement à l'État, l'attachement au service public. Ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, alors qui a pour titre, encore une fois, Résistance à l'impôt, attachement à l'État, c'est que derrière cet attachement à l'État, en fait, il y a non seulement un attachement au service public, en particulier dans les zones rurales et dans les petites villes, avec le sentiment de devoir payer à même hauteur que les autres, sans bénéficier des mêmes services et des mêmes prestations que les autres contribuables. Pas tellement d'ailleurs, ça a été beaucoup dit par rapport à Paris, mais souvent beaucoup plus par rapport aux grandes métropoles. Hein. Moi j'ai enquêté dans le Finistère, c'est beaucoup plus par rapport au littoral et par rapport à Brest. On pourrait dire aussi de beaucoup de régions. Donc ça c'est évidemment quelque chose de très important. Mais derrière ce que j'ai appelé de façon générique l'attachement à l'État, il y a aussi l'attachement au modèle de protection sociale. Et on nous dit souvent, voilà, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est très élevé en France, on est les champions d'Europe, etc. Ce taux de prélèvement obligatoire, il est en grande partie dû au fait du modèle de protection sociale qu'on s'est donné historiquement, avec le système de retraite par répartition, avec évidemment la sécurité sociale. Et dans mon enquête, et ça recoupe d'ailleurs d'autres résultats qui avaient déjà été collectés en sciences sociales, il y a un très fort attachement des Français à ce modèle de protection sociale. Il y a un très fort attachement à cette idée de mutualiser les risques au sens large, c'est-à-dire à la fois potentiellement pris en charge par la protection sociale et par le régime de retraite. Et là, et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que sur non seulement les revendications salariales, alors il faudrait dire aussi beaucoup sur la question des revendications politiques, mais là je me suis centré sur les questions plus sociologiques. Non seulement les revendications salariales ont été finalement très partiellement prises en compte, hein, mais ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que cet attachement au modèle de protection sociale, cet attachement au service public et cet attachement au modèle de protection sociale a lui aussi été très peu pris en compte, et la période qui s'ouvre aujourd'hui avec la réforme des retraites et la perspective de, disons, remettre en cause en partie ce système de retraite par répartition qui est partie intégrante de ce modèle de protection sociale, nous réserve sans doute, alors ce ne sera pas des mouvements comme les Gilets jaunes, ce sera d'autres formes de réactions, mais en tout cas des réactions et des mobilisations qui ne seront pas sans rappeler le mouvement dont on parle aujourd'hui. Voilà. Merci. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop homogénéisant, c'est très compliqué cette affaire. Il y a une exaspération pas tant vis-à-vis de la fiscalité que de l'injustice fiscale. Ce mouvement traduit une modification de la revendication de pouvoir d'achat qui s'adresse plus particulièrement aux patrons, mais plutôt désormais à l'État. Ça reflète une individualisation du travail dans différents aspects. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces revendications étaient vraiment entendues et les soucis exprimés vraiment entendus. Et Louis Plenel, dans votre livre, donc La victoire des vaincus, on avait un peu le sentiment que vous pensiez que ce mouvement pouvait être la renaissance de quelque chose qui soit de nature à pouvoir transformer de nouveau la société française. Est-ce que aujourd'hui le soufflet n'est pas retombé? Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement une absence de débouchés politiques et une absence de transformation suite à ce mouvement? Bonsoir à toutes et tous, et merci à Alternative Éco et à Guillaume Duval de faire surgir, pourrait-on dire, le présent du passé à travers cette discussion autour de ce mouvement social.
Je vais tout de suite, cher Guillaume, un peu récuser la question, puisque en écrivant ce livre, dès janvier, il est paru en mars, en fait, j'ai voulu plaider pour l'événement, son inattendu, son imprévisibilité. Le point de départ de ce livre, c'était au fond un cri de colère ou de révolte face à ceux qui pensaient que l'événement était déjà écrit, qui le mettaient dans des boîtes préétablies, et évidemment les boîtes de leurs préjugés, de leurs opinions, de leurs convictions, sans aller y voir. Et cela concerne particulièrement notre métier, le journalisme. Ce mouvement social de travailleurs pauvres, de femmes célibataires, de retraités, dans ces grands traits de composantes du début, ce mouvement social a surpris tout le monde. On peut ensuite en montrer les linéaments, en montrer les indices qui pouvaient l'annoncer, mais il y avait quelque chose de totalement inédit. Ces gens qui allaient sur des ronds-points s'arrêter, arrêter le mouvement, se parler, se rencontrer, alors que justement ils étaient souvent dans des isolements, dans des solitudes. Un mouvement de gens qui, pour la plupart, n'étaient pas déjà organisés, n'étaient pas structurés, n'étaient pas dans les organisations classiques des mouvements sociaux. Donc il fallait aller y voir d'abord, il fallait en rendre compte et ne pas se limiter à ce qui s'est passé, notamment dans l'information en continu, l'information en boucle, où on ne voyait, on résumait ce mouvement à des vitrines cassées le samedi et des porte-paroles autoproclamés, alors que ce mouvement, justement, n'avait pas ce souci du porte-parole et au contraire récusait, cherchait une auto-organisation et non pas une incarnation dans des porte-paroles. Et puis il fallait du coup essayer de regarder la dynamique de ce mouvement. Évidemment, notre société est ce qu'elle est, les votes aux élections sont ce qu'elle est, les différentes composantes politiques, sociales, les sensibilités idéologiques s'y retrouvaient dès le début. Et dès le début, en même temps, on a vu qu'une autre dynamique s'imposait. Dès décembre, par exemple, le jour où il y a eu cette manifestation qui était très violente, le 8 décembre aux Champs-Élysées, en même temps à la République se faisait une convergence où l'on a entendu fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat, et où on voyait un mouvement de gilets jaunes retrouver le mouvement sur le climat. Donc, premièrement, plaider pour une humilité, une modestie face à l'événement. Aller y voir, prendre le temps, rendre compte, et ce livre est nourri d'abord de ce que l'équipe de Mediapart a collectivement vu. La deuxième motivation, et elle rejoint celle de Daniel Salnave, c'était ma sidération devant la spontanéité d'un discours de haine sociale à l'égard de ce mouvement, qui était d'une violence, d'une virulence totalement inédite dans son expression aussi bien politique, médiatique qu'intellectuelle. Tout de suite, j'ai pensé à ce livre que ma génération connaît bien de Paul Litsky, sorti en 1970 aux éditions François Maspero, « Les écrivains contre la commune ». Un livre saisissant. Des personnes que nous estimons, le Émile Zola de l'affaire Dreyfus, le Anatole France, célébré comme un grand compagnon des causes progressistes au début du XXe siècle, George Sand, féministe avant l'heure, et d'autres. Et donc pas seulement des réactionnaires, pas seulement des gens qui disaient il faut mitrailler ces pétroleuses et cette populace, ont d'emblée exprimé leur peur, leur crainte, leur virulence à l'égard de ce peuple qu'ils ne connaissaient pas et qui avait un visage totalement inédit. Zola lui-même, au lendemain de la semaine sanglante, dit « c'est bien fait pour eux, ça leur apprendra ». Et donc, j'ai entendu cela. Nous avons entendu des présumés philosophes dire bon voilà, il faut un peu tirer dans le tas et appeler à une répression. Cette répression a eu lieu.
Dans la même collection Tract sort là actuellement de François Sureau, un homme libre qui n'est pas particulièrement un gauchiste, un texte de défense de nos libertés. Dans l'entretien qu'il a accordé à Mediapart, il dit « Quel est ce pays où nous nous sommes habitués à ce que des instruments qui sont des armes de guerre soient utilisés dans le maintien de l'ordre face à l'exercice d'un droit fondamental qui est le droit de manifester ». Je rappelle que François Sureau connaît très bien François Fillon, connaît très bien Emmanuel Macron, et que donc il parle de cet univers-là. Et lui, un peu comme celui qui parlera demain, Jacques Toubon, qui honore aujourd'hui notre République en tant que défenseur des droits, est sidéré de cette façon où cette haine sociale fait que nous nous habituons à une indifférence sur le recul de nos libertés à tous. Car ce que l'on fait aux Gilets jaunes, on le fera à d'autres. Et c'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à la jeunesse et à l'émoi cet été autour de ce drame nantais. Où est Steve? Justice pour Steve. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en allant y voir? On a vu, et c'est la résonance républicaine, on a vu en fait un mouvement de l'égalité. Et en effet, la question fiscale n'était pas une question poujadiste, de refus de l'État. C'était une protestation contre l'inégalité de l'impôt. Le fait que l'on en demandait plus à ceux qui ont moins et que l'on en demandait moins à ceux qui ont plus. Ce mouvement des Gilets jaunes, avec sa première pétition par Priscilla Ludowski, ce mouvement des Gilets jaunes avait une lucidité dans son point de départ que l'on retrouve dans les bonnes revues économiques, par exemple dans Alternative économique. Dans ce livre, je cite, car c'est dans Alter Eco que ce chiffre a été mis en évidence, sous la plume, je crois, de Guillaume Duval, entre le premier semestre 2017, donc jusqu'à l'élection de M. Macron, et le premier semestre 2018, la baisse des recettes fiscales, c'est-à-dire ce qui permet de faire rentrer de l'argent pour qu'il y ait des hôpitaux, des écoles et des commissariats, elle a été de moins 10% pour l'impôt sur les sociétés et de moins 40%, moins 39 exactement, j'arrondis, pour l'ensemble qui recouvre l'ISF, devenu impôt sur la fortune immobilière, les droits de succession et l'imposition sur le capital. Les personnes, Jojo le gilet jaune, comme nous tous, ont vu que l'imposition ne baissait pas. Et en revanche, ils ont vu et ils ont compris qu'au même moment, l'imposition baissait très largement sur ceux qui avaient les moyens de payer plus. Je rappelle que c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 89. Il faut une contribution, dit la Déclaration des droits de l'homme, et elle doit être payée en proportion de ce que l'on peut. C'est-à-dire, si l'on a plus, on paye plus. C'est la logique de l'égalité et de ce qui a fait toutes nos conquêtes. J'ai été très frappé dans ce sens de voir combien ce mouvement réhabilitait ce qu'on oublie, car il a fallu un siècle pour l'imposer dans notre Constitution. En 1848, ceux qui disaient une république démocratique et sociale, qu'on appelait les démosocs, qui venaient des sociétés un peu secrètes, les marianeux, étaient considérés comme l'extrême gauche. République démocratique et sociale, il a fallu le Conseil national de la résistance et l'épreuve de la guerre civile européenne pour que ces mots soient aujourd'hui, un siècle après, donc en 1948, dans notre Constitution. Une république démocratique et sociale. Une république avec des adjectifs. Et d'une certaine manière, ce mouvement réhabilitait cette exigence-là. Et donc j'en viens en effet à l'autre aspect social, l'aspect démocratique, qui est la clé. Pourquoi ce mouvement, dans une surprise, y compris des historiens sur les manifestations, c'est la première fois où un mouvement social a tout de suite été à l'ouest de Paris, vers les lieux de pouvoir, dans les beaux quartiers, aller chercher Macron, puisqu'il avait dit au moment de l'affaire Benalla qu'il vienne me chercher. Il y a eu cette dynamique spontanée, car il n'y a aucun chef d'orchestre clandestin, dans ces quartiers-là. Et derrière, au fond, était posée la question qui est au cœur de notre dépression répétée en France, du présidentialisme français, de cette confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, qui à chaque fois
s'impose à eux, d'une certaine manière, va les rendre impuissants, va révéler leur propre faiblesse. Je pense que dans des décennies, on s'interrogera sur ce pays qui s'est habitué à cette idée que, au XXIe siècle, dans un monde complexe, on pouvait avoir un présidentialisme qui soit un absolutisme présidentiel. Car il n'est pas compensé par un parlementarisme, comme dans d'autres pays qui sont des pays présidentiels. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il n'y a pas un parlementarisme vivant. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Et non seulement il n'y a pas, mais dans la culture de nos dirigeants, il n'y a pas intégré cette idée du parlementarisme. Regardez les mésaventures de M. Macron au Parlement européen, où tout d'un coup, il comprend que oui, il y a un Parlement qui exerce son pouvoir, qui fait des auditions, qui pose les bonnes questions, et qui du coup vote et récuse le nom qu'il pensait être automatiquement obtenu parce qu'il avait passé un coup de téléphone avec la présidente désignée. C'est très important. Dans la méfiance à gauche face à ce mouvement, il y a eu ce côté, vous dites quand même, ils mettent en cause la représentation. Quelle inculture! Alexandre Ledru-Rollin. Il y a des avenues, des rues Ledru-Rollin dans beaucoup de nos villes. Pourquoi? C'est l'homme du suffrage dit universel, en fait il était masculin, en 1848. C'est lui qui bouscule les Timorés et qui fait qu'en février 1848, on fait à la fois le suffrage et l'abolition de l'esclavage, c'est Schellcher. C'est cette gauche républicaine. Ledru-Rollin va être en exil politique dès les journées de l'été 48, puisqu'il y a la répression déjà d'une révolte sociale par une république conservatrice, c'est les ateliers nationaux, c'est Cavaignac, et lui, il n'est pas de ce côté-là. Il sera candidat à l'élection présidentielle, il sera le numéro 3, numéro 1, le futur assassin de la République, le futur Napoléon III, numéro 2, Cavaignac, le sabreur des ouvriers, numéro 3, Ledru-Rollin. Pourquoi je vous parle de lui? Ledru-Rollin va être en exil, y compris en exil physique, même avant le coup d'État du futur Napoléon III. En 1851, il publie une brochure. Lui, c'est le remords de la République, c'est l'homme du suffrage universel, mais c'est le remords pour ça aussi. Une brochure qui est intitulée « Plus de président », ça se comprend. Hein, la méfiance vis-à-vis du président qui va confisquer la République. C'est pour ça qu'après, on ne voudra pas de président au suffrage universel, il faudra attendre la Ve République pour que ça revienne. Et plus de président, virgule, plus de représentants. Sur le thème, attention, la représentation ne suffit pas à dire la démocratie et sa vitalité, et réhabilitant l'idée des mandataires, etc. Je ne développe pas. En clair, la démocratie ne se réduit pas aux représentants. Elle suppose des droits fondamentaux, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de dire. Un dernier mot pour conclure. Bien sûr que c'est difficile de prédire l'avenir, et tout mon livre est contre cette idée de prédire l'avenir. Alors bien sûr que ce mouvement n'a pas eu de traduction politique. La faute en grande part aux forces dites progressistes qui l'ont tenu en méfiance, qui n'ont pas cherché à s'allier, même si à la base beaucoup de militants syndicaux, de militants sociaux, etc. l'ont rejoint. Mais les forces politiques l'ont tenu en méfiance, parce qu'on l'ont jugé, se sont considérés comme propriétaires du bien commun face à un mouvement auto-organisé qui leur est inventé. Mais les questions posées par les Gilets jaunes sont toujours là. Regardez ce qui se passe dans la santé, dans les mouvements des hôpitaux. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos territoires sur ces questions-là. Et puis surtout la question démocratique. Cette question-là qui nous épuise. Nous commençons à rentrer dans la course des petits chevaux sur l'échéance de 2022. Que nous ont dit les Gilets jaunes? C'est qu'une démocratie, c'est une culture. C'est pas je vote et je me tais pendant 5 ans. C'est une culture, c'est une discussion, c'est un échange, c'est un partage. Et dans ce contexte-là, c'est cette vitalité démocratique dont ils ont souhaité qu'elle renaisse. Voilà. Merci. Merci Daniel Salna, vous vouliez réagir, mais j'avais aussi une question à vous poser. Donc,
par rapport à votre ami donc, qui dit tu te rends compte, ils vont voter FN, et vous disiez tout à l'heure ah bah oui, mais c'est pas étonnant. Mais est-ce que, et vous regrettiez d'une certaine façon la disparition de l'éducation populaire, des structures qui, à gauche, permettaient une intégration des couches populaires dans l'action politique, dans l'action collective? Est-ce que ça vous paraît possible de revenir à quelque chose comme ça aujourd'hui, et à quelles conditions, et est-ce qu'il y a des prémices de ça que vous voyez revenir éventuellement? Moi, je crois que nous aurions intérêt à creuser un élément dans l'intervention d'Edoui Plenel qui m'a paru vraiment décisif, c'est lorsque vous évoquez Le Dreux-Rollin disant plus de présidents, plus de représentants. Nous avons affaire, non pas à un refus de la représentation, mais au conflit entre deux modes de mandat, le mandat impératif et le mandat, je ne sais plus comment s'appelle l'autre, représentatif. Dans le premier cas, le député est le député de la nation. Une fois qu'il est élu, il n'a de compte à rendre à personne. Il reviendra devant les urnes et devant les électeurs au bout de 3, 5, selon les... L'autre mandat, c'est le mandat de la souveraineté populaire. C'est un mandat qui a été confié pour obtenir un certain nombre de choses pour lesquelles le mandaté doit rendre compte de son action. Et ce qu'on a vu réapparaître dans l'ignorance, je n'ai pas fait de grandes études de droit, mais je me suis intéressé à des choses depuis que je suis né, et ça c'est une chose fondamentale, la différence entre les deux mandats. L'un c'est la nation, l'autre c'est le peuple. Et je crois que ça c'est tout à fait important de voir qu'on appelle populisme tout ce qui dérange. De toute façon, c'est une manière de créer un adversaire à la mesure qui permettra au moment voulu d'apparaître comme le sauveur. Moi, je me suis permis simplement de citer quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui s'est tué dans un accident d'auto, qui est Bronisław Geremek, polonais et auteur de thèses sur les pauvres, les exclus, les marginaux. Et sur la question du populisme, il avait répondu à une interview peu de temps avant sa mort: on appellera toujours populisme ceux qui profitent de l'absence du peuple sur la scène publique. Mais ce ne sont pas ceux qui sont absents qui sont des populistes, c'est ceux qui vont instrumenter, comme on dit, ou instrumentaliser cette absence. Et la question du populisme en France, on sait bien que depuis plusieurs années, même plusieurs décennies, elle sert tout le temps à nous conduire à des impasses. Souvenons-nous quand même de 2002. Nous avons, par crainte de Le Pen père, accordé un suffrage impensable aux récents disparus de nos présidents de la République, qui d'ailleurs n'a pas su quoi en faire. Et je dois dire que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais ça a été en effet le populisme une création utile. Alors, ce qui ne veut pas dire que le fait que certains puissent se détourner des revendications ou des positions qu'ils avaient formulées, puissent se détourner parce qu'ils se sentent incompris, y compris de ceux qui les soutenaient. C'est pourquoi il faut continuer à les soutenir et pas dire bah, écoutez, vous nous avez déçus. Et comme disait Brecht, si le peuple vous déçoit, changez de peuple. Eh bien, si les Gilets jaunes vous déçoivent, changez-en. Non, ne changeons pas, continuons à comprendre ce que c'est que ce mouvement. Ils scandent des années qui sont depuis 1789, 1830, 1848 et l'écrasement en juin, la Commune. Moi aussi, ma jeunesse a été marquée par, et mes étudiants me le reprochaient assez, de pouvoir mettre au programme des écrivains qui étaient, en effet, avaient écrit « Fusiller ces chiens de communards », etc. Bien sûr. Eh bien, le mouvement des Gilets jaunes en petit, avec une répression ultra-violente, avec un nombre inédit de blessures à la face, de dénucléation, etc., fait partie de ces grandes étapes depuis 1789, parce que nous avons inscrit démocratie sociale dans notre Constitution, mais nous sommes toujours, comme le disait Jaurès, la République est inachevée. Elle est inachevée parce qu'elle n'est pas une République sociale. Voilà. Avant qu'Edoui Plenel réagisse à nouveau à l'interpellation de Daniel Sabnave, je voudrais juste en profiter pour lui poser et vous poser aussi une question. Donc,
parmi les débouchés politiques de cette affaire, il y a quand même quelque chose qui se passe là tout de suite qui n'est pas forcément inintéressant, c'est ce qu'on appelle la convention citoyenne qui est en train de siéger, qui est censée justement faire des propositions, en tout cas sur la dimension transition écologique, financement de la transition écologique, sur la base donc d'un tirage au sort qui est représentatif de la société française et dont le gouvernement et le président ont dit pour l'instant, on verra ce que ça donne, mais qu'ils prendraient les décisions qui sortiraient de cette convention sans filtre pour les traduire dans la loi. Est-ce que c'est une forme justement de réponse à la question que vous posiez sur la nature des mandats, de la représentation, etc. On a fait tout un ensemble sur cette convention, justement en mettant en évidence combien les citoyennes et citoyens tirés au sort ont d'abord dit lors des premières réunions est-ce que vous allez vraiment nous laisser faire? C'est-à-dire ont d'abord exprimé leur défiance sur l'instrumentalisation par le pouvoir exécutif de cette affaire, que ce ne soit pas comme le fameux grand débat où au fond Emmanuel Macron a mis en scène sa campagne électorale pré-européenne où il posait les questions lui-même et il faisait les réponses. J'insiste là-dessus parce que Daniel Salnave a entièrement raison, en fait, et elle a rappelé, c'est vraiment ça que Ledru-Rollin reprend, c'est des débats très anciens, c'est chez Rousseau, hein, mandataire et représentant. Hein. C'est-à-dire le représentant, en effet, il vous échappe, hein. Et le mandataire, c'est l'idée de dire là, il y a quelque chose qui est décisif et donc on donne un mandat. Et le plaidoyer de Ledru-Rollin, comme de Rousseau, c'est de dire quand l'essentiel est en jeu, on ne peut pas le déléguer, on doit le discuter nous-mêmes et on doit revenir devant le peuple. Vous avez eu une séquence de cela que vous pouvez voir dans un film actuellement, Nous le peuple. Vous savez que l'affaire Benalla a interrompu un débat à l'Assemblée nationale sur la révision de la Constitution qui était proposée par le pouvoir. Et vous voyez, vous avez la garde des Sceaux qui dit « Vous êtes les représentants du peuple, donc vous pouvez changer la Constitution ». Est-ce que la Constitution peut se changer simplement avec des gens que vous avez élus, mais pour tout à fait autre chose? Ou est-ce que pour changer la Constitution, ben, là, il faut passer à un congrès, une assemblée, il faut revenir devant les États généraux, enfin, une autre forme de délibération. C'est très important parce que la perte de confiance démocratique, le représentant, l'élu, le député, il vote les lois, on est d'accord. S'il vote les lois, évidemment, il va plutôt voter les lois de la famille politique avec laquelle il a été élu, s'il est dans la majorité. Mais sa mission n'est pas seulement de voter les lois. L'autre mission du député, en effet, de la nation, c'est contrôler le pouvoir exécutif. Et c'est là où nous avons un problème. Et toutes les familles politiques l'ont trahi. Les députés d'une majorité électorale sont appelés comment? Majorité présidentielle. Et à peine élus dans la foulée de l'élection présidentielle, ils renoncent à contrôler le pouvoir exécutif. Quand Emmanuel Macron dit qu'il vienne me chercher dans l'affaire Benalla, il demande à ses députés de supprimer la commission d'enquête. Et il l'envoie dans le mur, plus de commission d'enquête. Plus de questions qui dérangent. Le Sénat, où ils ne sont pas majoritaires, fait une commission d'enquête multipartisane. Il y a les Républicains, il y a les socialistes qui fait son travail. Et comment le gouvernement actuel délégitime-t-il? Il dit, vous avez fait un coup d'État. Le Sénat, il a exercé son rôle de contrôle du pouvoir exécutif. Pour ça que, sans idéaliser aucunement d'autres démocraties, et j'aime bien, en effet, la formule de Jaurès quand il dit « la République est inachevée », il veut dire « c'est un inachèvement permanent ». Elle sera toujours à réinventer. C'est en ce sens que la démocratie, c'est une pratique. Il y aura toujours des corrompus, des autoritaires, des abus, etc. La question, c'est est-ce que la culture démocratique en face est forte? C'est pour ça que regardez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Une culture parlementaire forte peut se révolter. Regardez ce qui s'est passé avec la Cour suprême en Grande-Bretagne sur le coup de force anti-parlementaire de Boris Johnson. Regardez encore une fois le Parlement européen et ses auditions. C'est très important et notre fragilité française de ce point de vue est
sidérante. Nous nous y habituons dans une sorte de servitude volontaire. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, mais moi ça me sidère. Parce que c'est ce que, hélas, en tant qu'apporteur de mauvaises nouvelles, je documente depuis 40 ans. L'abus de pouvoir présidentiel. Et pour terminer, par rapport à la personne amie de Daniel Salnave qui lui l'interpellait sur les votes d'extrême droite, étonnez-vous que si on ne répond pas à cette demande d'un réenchantement de l'imaginaire républicain, s'il y a de la déception, il y ait du ressentiment. C'est ça les défaites. Dans ce cas-là, on crée du ressentiment. Et étonnez-vous qu'il y ait du ressentiment quand il y a eu encore une fois une telle indifférence sur une si grande violence. Jamais un mouvement social, depuis les grèves violentes et brutales de la libération, n'a été réprimé de cette manière-là. Et ce qui a été fait là, ce sont des barrières qui ont sauté, encore une fois, dont tout mouvement social, toute jeunesse sera comptable. Et là, il y a quelque chose qui, en blessant des personnes qui, au fond, étaient des primo-manifestants, car on parle des violences policières, mais il faudrait documenter, et on l'a documenté, les procès des personnes pauvres qui se voient frappées par des amendes. Quand tu parlais de la démobilisation, beaucoup de gens se sont démobilisés parce qu'ils sont en sursis sur des amendes. Et ils savent qu'à la prochaine fois, ils se retrouvent déjà des gens, notamment par exemple des retraités qui, avec l'augmentation de la CSG, ne font plus tout à fait la même chose qu'avant, n'aident pas leurs petits-enfants comme avant, etc. Et du coup, se retrouvent avec cette épée de Damoclès, frappée au portefeuille. Il y a une réalité d'humiliation de ces personnes. Et je ne veux pas être, comment dire, je fais une résonance historique. La République, la troisième, a été brutalisée par ce qu'on a appelé les lois scélérates, qui s'en prenaient aux libertés. Et c'est un juriste qui s'est dressé contre elle, il s'appelait Léon Blum, ça a donné aussi toutes sortes de traditions démocratiques face à ces abus de pouvoir, y compris de la République. Pourquoi il faisait ces lois scélérates? Contre quoi? Contre un terrorisme. Le terrorisme anarchiste, qui, mine de rien, avait mis une bombe à l'Assemblée nationale, avait tué un président, et avait mis des bombes aussi dans des cafés sur le thème « Le cochon de bourgeois doit payer ». Pourquoi? Tous ces jeunes anarchistes, leur blessure, c'était la Commune de Paris. Tous, dans toute leur histoire, et heureusement, certains libertaires se sont dressés contre cette propagande par le fait, et ont fait que beaucoup de ces gens ont rejoint la République. Et son débat, et le parlementarisme a permis de sauver ça, a permis de faire les lois fondamentales qu'on a connues, etc., et qui existent toujours. Encore une fois, nous sommes dans une immense fragilité qu'a montré ce mouvement des Gilets jaunes. Une société qui ne demande qu'à bouger, c'est vrai pour les Gilets jaunes, c'est vrai pour les jeunes sur le climat, c'est vrai pour les jeunes dans les quartiers populaires, et qui n'a pas sa traduction politique, car le parlementarisme est totalement soumis à un pouvoir solitaire qui est le pouvoir présidentiel. Et ça, sincèrement, c'est une petite mort de la République. Alexis, vous. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais je voudrais peut-être ajouter une autre dimension qui n'a pas encore été abordée dans cette question du rapport aux politiques, c'est le rapport à l'espace et le rapport à la proximité. Et en fait, il y a, je pense aussi dans ce mouvement, des aveux à l'égard évidemment des élites politiques, des élites installées, mais c'est aussi un mouvement contre l'éloignement des centres de décision et cette idée d'occuper je pense que cette idée d'occuper des ronds-points et de recréer des centres de démocratie à l'échelle locale, il y a aussi derrière cette manière de se mobiliser, la volonté de se réapproprier, à la fois de se réapproprier l'espace, de se réapproprier son univers quotidien et de se réapproprier les décisions qui en découlent. Et pour le coup, sur la répression, alors là, je ne vais pas redire ce qu'a dit Edoui Plenel, mais je pense que c'est, en tout cas, les enquêtes qui ont été faites par les étudiants sur les ronds-points, c'est quelque chose de très
très important. C'est-à-dire qu'il est apparu en fait médiatiquement la dimension extrêmement spectaculaire et totalement inédite des blessures très impressionnantes qu'on a vues, mais il y a une répression beaucoup plus massive et à bas bruit sur justement les amendes, les gardes à vue, les empêchements de manifester, les empêchements de circuler, etc., qui a énormément joué dans les formes de démobilisation. Et ce que je disais au départ, c'est que en fait très progressivement le mouvement s'est découplé en deux, en fait, c'est-à-dire les gens qui allaient manifester, qui avaient suffisamment de culture militante ou disons suffisamment d'audace pour aller manifester, et puis beaucoup de gens qui continuaient à être mobilisés sur les ronds-points du fait des menaces qui pesaient sur leur possibilité de se mobiliser. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup pesé dans l'évolution du mouvement et l'évolution presque en deux branches, hein, une branche manifestante et une branche occupant les ronds-points. Daniel Salnab, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir à la question de nécessité d'un réenchantement républicain. Non seulement elle est fondamentale, mais elle est pour l'instant rendue très difficile, peut-être même impossible par une autre forme, si j'ose dire, de réenchantement républicain, qui est le républicanisme identitaire ou l'identarisme républicain dans lequel nous sommes plongés. Je suis très frappé de voir qu'après avoir mis en place un discours constant visant à délégitimer les Gilets jaunes, en poussant à l'extrême certaines de leurs manifestations ou en leur imputant des manifestations qui n'étaient pas de leur fait, mais aussi j'ai été frappé de voir comment le président, en introduisant à des fins électoralistes évidentes la question de l'immigration, a tenté de la mettre sur le dos des Gilets jaunes. Dans cette fameuse formule qui était « nous les bourgeois, en gros, ils ne nous gênent pas, mais le peuple pour lequel j'ai tellement de soucis, dont je me préoccupe tellement, vous savez, c'est pas drôle pour le peuple, c'est lui qui subit les conséquences de l'immigration, tout confondu d'ailleurs dans une espèce de mélange extrêmement douteux. » Eh bien, ce discours-là va utiliser les Gilets jaunes, alors qu'on peinerait vraiment beaucoup pour pouvoir trouver un discours constitué anti-immigration chez les Gilets jaunes. Tous ceux qui étaient le plus à l'affût de trouver chez eux une défense de notre bonne culture, de nos valeurs, de notre vieille France, etc. Chez les Gilets jaunes, ce n'est pas du tout un discours qui a été, le moins qu'on puisse dire, dominant. On a même du mal à en trouver des exemples vraiment représentatifs, même s'il y a, de ci, de là, un mouvement aussi vaste ne peut pas ne pas avoir des scories douteux. Mais je pense que c'est un gros problème, celui-là. Il faut que nous nous appuyions sur ce mouvement des Gilets jaunes pour construire ce mouvement de réenchantement républicain contre ce républicanisme identitaire qui tient la une des journaux de droite, qui tient les journaux, les boucles, enfin les informations en boucle de certaines chaînes que je nommerai pas, mais tout le monde voit de quoi je parle. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu d'aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on ne le laisse pas passer. Et Louis ? Oui, non, je voudrais dire que vraiment, vous pouvez... Daniel Salnab parle d'or, parce qu'on a regardé ça de près. Sur les 500 000 cahiers de doléances, vous savez, en mairie, on a regardé l'immense majorité, il n'y a pas le mot immigration. On a regardé, et c'est très important ce qu'a dit aussi Alexis sur l'élaboration dans les ronds-points. Il y a eu, vous savez, des assemblées des Gilets jaunes, des élaborations de textes, il y en a eu 3. On a regardé leurs textes. La première à Commercy, la première dit, en parlant, elle dit on n'est pas raciste, on n'est pas antisémite, etc. Mais ça, on pourrait dire que c'est une proclamation en l'air. Mais dans les revendications sociales, elle dit ce que nous venons de demander comme revendication sociale doit valoir pour toute personne résidant dans ce pays. Ce qu'aucune force politique ne va jusqu'à dire. C'est-à-dire toute personne qui est arrivée ici, qui du coup, d'une manière ou d'une autre, même si on sait très bien que même quand on est exploité au noir, d'une certaine manière, on paye des cotisations, etc. Tout ça. Bon, voilà. Des gens qui participent à la richesse, la logique de l'égalité radicale est affirmée dès cette première assemblée des assemblées. Donc, avoir ajouté en conclusion l'immigration est en effet une manœuvre politique.
et qui se poursuit aujourd'hui, qui se poursuit avec ce débat sur l'immigration. On a montré comment les ministres du gouvernement actuel, les députés de la majorité actuelle sont totalement embarrassés. C'est à contre-courant de comment la campagne d'Emmanuel Macron s'était faite en disant « Moi, je ne veux pas revenir à cette diversion qui dure depuis 40 ans. » On dit notre problème c'est l'étranger, notre problème c'est l'immigré, notre problème c'est l'arabe, notre problème c'est le musulman. Et du coup on piétine et on ne règle rien. Il y a même une ironie, parce que les Gilets jaunes ont créé aussi tout... Alors c'est le virtuel un peu. D'abord, leurs affiches sérigraphiques, c'est leur gilet jaune. Hein. Et il y a un site, vous pouvez aller le voir, de photos où on voit cette créativité, hein, les citations, etc. Mais il y a évidemment eu les vidéos. Ils ont fait leur Carmagnole, leur chanson, la plus vue sur YouTube. 24 millions de vues. Un pseudo de son créateur, Cobb Johnson. C'est un chauffeur routier africain, arrivé en France, qui travaille en France et qui arrive à un barrage sur un rond-point alors qu'il bosse, il n'est pas content, on ne le laisse pas passer, il discute et tout, et finalement il fait le tube des Gilets jaunes. Allez voir, vous tapez Cobb Johnson, Gilets jaunes chanson, vous verrez, c'est un rythme de musique, on est à Kinshasa ou à Abidjan. Bon, voilà, on est, voilà, et c'est le tube, c'est la chanson la plus regardée, etc. Je souligne ça, hein, sur, y compris les convergences qui se sont passées en termes de causes populaires. Et du coup, en effet, c'est sidérant, on a eu 9 mois de Gilets jaunes où le poison de la question des migrants et la question centrale avait disparu. Et qu'est-ce que nous faisons comme rentrée, maintenant qu'il n'y a plus les samedis de la même manière? Nous faisons le pire. On a célébré Jacques Chirac, l'homme qui se serait dressé contre les extrêmes. En tout cas, on a honoré le côté consensuel de la fin de sa vie. Mais le week-end qui a précédé l'hommage, c'est le week-end où a été diffusé un discours fasciste en direct sur LCI, le discours d'Éric Zemmour, sans que la chaîne l'interrompe, sans qu'elle soit à ce stade sanctionnée, mais un discours authentiquement fasciste. Car le fascisme, c'est le refus de l'égalité. L'origine idéologique du fascisme, qui se fait dans un laboratoire français qui est l'antidreyfusisme, c'est l'idée que nous ne naissons pas libres et égaux en droit, qu'il y a une hiérarchie des humanités, qu'il y a un sexe supérieur à l'autre, qu'il y a une origine supérieure aux autres, qu'il y a des cultures supérieures aux autres, qu'il y a des apparences supérieures aux autres, qu'il y a des croyances supérieures aux autres. Et donc, cette idée, je veux dire, il faut voir quand même l'immensité du décalage. Vous avez un mouvement social qui remet au cœur du débat public les questions de tous, questions démocratiques et sociales, et une fois qu'il se retire, un peu comme la mer se retire, que font ceux qui tiennent aussi bien le pouvoir politique que le pouvoir médiatique? Ils remettent à l'agenda le poison identitaire, c'est-à-dire celui de la guerre de tous contre tous, et dans un contexte qui est, on le sait tous, explosif un peu partout. Et donc, vraiment, l'occasion manquée, elle risque, si nous n'en prenons pas suffisamment confiance, et encore une fois, merci d'avoir fait ce débat, de se payer très fort. Avant de vous passer la parole, je voudrais juste dire quelques mots pour revenir sur le débat tout à l'heure sur démocratie représentative et les raisons pour lesquelles ce type de mouvement se produit en France et pas ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un État qui a été construit par des rois absolus pour prendre le contrôle de leurs féodaux, qui a été renforcé pendant la Révolution par des Jacobins qui l'ont emporté sur des Girondins, qui a été consolidé après la Révolution par un général qui s'appelait Bonaparte et qui a été reconsolidé pour la dernière période par un autre général qui s'appelait le général de Gaulle. Donc tout ça, c'est dans une logique extrêmement top-down, extrêmement verticale, extrêmement administrative, et je dois dire que
Donc on a fait la Ve République en particulier sur le thème, la Quatrième République, le scrutin proportionnel, ça donnait des choses très instables, et des gouvernements qui changeaient tout le temps, etc. etc. Le paradoxe, c'était que pendant la Quatrième République, en fait, les politiques publiques ont, elles, été extrêmement stables, extrêmement continues, sur la base du programme du CNR, de ce qui se faisait dans le contexte du commissariat au plan, etc., avec un consensus assez large des forces politiques sur ce qu'il fallait faire, sauf sur la décolonisation qui lui a été mortelle. Mais sur les politiques internes, c'était assez constant. Le paradoxe, c'est que la Ve République crée de l'instabilité politique et crée de l'absence de représentativité. C'est-à-dire qu'avec, c'est un système politique qui est construit pour que, avec 15% du corps électoral, 10 ou 15% du corps électoral, vous avez tous les pouvoirs pendant 5 ans. Comme vous ne représentez que 10% du corps électoral, de toute façon, vous ne représentez pas l'ensemble des préoccupations des gens, vous ne représentez qu'une petite partie de la population et vous faites des bêtises. Et donc, au bout de 5 ans, vous êtes battu, vous êtes remplacé par une autre majorité. Mais elle obtient toujours tous les pouvoirs pendant 5 ans. Donc, elle passe les 5 années suivantes à défaire ce que vous venez de faire, à refaire des réformes supplémentaires sur les mêmes sujets que ceux d'avant, sans que les réformes d'avant aient été vraiment mises en place, évaluées, etc. etc. Donc, cette République crée de l'instabilité des politiques publiques à un niveau beaucoup plus élevé que la Quatrième République et ces fameux compromis, etc. etc. Parce que le problème de la France, c'est pas qu'on la réforme pas assez, c'est qu'on la réforme trop. On fait trop de réformes sur l'éducation, on fait trop de réformes dans tous les domaines sans évaluer les précédentes, etc. etc. Bon, excusez-moi, je suis sorti de mon rôle d'animateur, mais comme on avait parlé beaucoup du système politique français, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce type de mouvement se produit chez nous et pas en Allemagne ou pas au Royaume-Uni, il y a d'autres choses, en Italie, etc. Alors, monsieur. Et je crois qu'il y a des personnes qui ont des micros. Monsieur voulait poser une question, on va prendre une série de questions. Merci, merci. Je voulais rebondir notamment sur ce qu'a dit Edoui Plenel, mais aussi tous les autres, bien sûr. Hein. Merci de tout ce que vous avez dit, qui nous aide à penser et puis qui nous conforte un peu. Autour de la question du Parlement, pour parler d'une autre forme de Parlement, vous avez dit à un moment donné au début, les gens se sont arrêtés, ont arrêté d'être dans le mouvement, ont arrêté de gesticuler, de courir après la vie, et finalement ils se sont arrêtés, ils se sont posés. Évidemment, les gens comme moi qui l'ont connu ne peuvent pas ne pas faire le parallèle avec une autre période où s'est passé la même chose, c'est-à-dire en mai et juin 68, au moment des occupations des facs et surtout au moment des occupations d'usines. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai revu ici à Blois des films qui avaient été enregistrés en 68 dans les occupations. Et ce que je trouvais extrêmement frappant, c'était la très grande maturité et le caractère extrêmement subversif des propos qui étaient tenus, mais aussi extrêmement audacieux, y compris dans les propositions. C'est-à-dire que les questions qui étaient posées, c'est d'ailleurs toujours les mêmes questions qu'aujourd'hui, autour du pouvoir dans l'usine, autour du sens du travail et du sens du profit, de la production. Donc des questions extrêmement fondamentales, et on ne peut pas ne pas faire le parallèle avec ce dont les gens ont parlé sur les ronds-points. Le parallèle, c'est de dire on s'arrête. À un moment donné, on disait l'an 01, on s'arrête, on réfléchit et c'est pas triste, hein, on arrête tout. Voilà, c'est un peu la même idée. Donc là, on arrête le mouvement, on se met au milieu dans le rond-point. On a compris ce que vous voulez dire. Non, excusez-moi, j'ai pas tout à fait fini. Allez-y. Je vais terminer pour venir à ma question. Et je pense que ce qui a tué le mouvement des Gilets jaunes, ce qui l'a tué pour toujours, je sais pas, c'est justement quand on a fait partir l'occupation, c'est-à-dire le moment où les gens peuvent s'arrêter, peuvent se parler et se dire des choses essentielles, et où ils sont partis dans la rue manifester comme tout le monde. Parce que là, effectivement, il s'est installé un jeu pervers de manifestations, violence, répression, qui a déconsidéré, plus le grand débat, etc. Alors que les occupations de 68, le mouvement Nuit debout, où les gens aussi ont passé beaucoup de temps ensemble pour parler, et si les Gilets jaunes avaient réussi à trouver le moyen de conserver cet espace de discussion, cet espace de parlement, il me semble que ça aurait enrichi et qu'on n'aurait pas débouché sur les 10 milliards, etc. Ok. D'accord, mais alors, il y a quelqu'un là-bas qui veut, si vous pouvez essayer, je sais qu'on a été très bavard à la tribune, mais si vous pouvez essayer d'être concis. Bonsoir, merci pour tout ce que vous nous avez dit.
Moi, en vous écoutant, je me disais que le mouvement des Gilets jaunes, ce qui lui a manqué, ce qui lui manque, on va parler au présent quand même, parce qu'il y a encore des gens le samedi, ce qui lui manque, je trouve, c'est l'adhésion, comme ça a pu avoir lieu en 68, des syndicats et des étudiants. C'est eux qui ont fait la différence à 68. Et là, je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment là. Pourquoi on ne les a pas autant eus avec les Gilets jaunes? Voilà ma question. Ok. Alors, monsieur là. Monsieur au milieu là, si quelqu'un peut lui amener un micro. Ah pardon, il y avait quelqu'un là-bas? Oui, s'il vous plaît. Excusez-moi si c'est en plus une dame. C'est pas vraiment une question, je voudrais vous remercier tous les trois parce que c'est vraiment exceptionnel tout ce qui a été dit. Déjà, quand on lisait le résumé de la conférence, on avait l'impression qu'on présentait quelque chose qui était fini. Je rejoins un peu ce que monsieur a dit. Rien n'est fini. C'est un contre-pouvoir, le mouvement des Gilets jaunes. C'est quelque chose qui est né effectivement extraordinaire par sa spontanéité, qui a rassemblé des gens très différents. Ces gens, ces humbles, et en particulier dans les territoires, on voulait ponctionner encore un peu plus, alors qu'ils avaient 100 km parfois par jour à faire pour aller travailler avec leur diesel qu'on avait poussé à acheter. Ils ont compris petit à petit, ils se sont orientés vers d'autres médias. Et ce brassage extraordinaire a donné un échange de points de vue, une espèce de dimension fabuleuse qui les a amenés jusque-là. Et je voudrais dire qu'effectivement, ce qui est sidérant aussi, c'est le silence général des Français devant la violence extrême dont ils sont sujets. Je voudrais dire leur courage, parce qu'y retourner à chaque fois, c'est quand même assez étonnant. Quand on y a été une seule fois, on se rend compte de ce qui se passe dans les rassemblements en termes de violence. Et tous les espoirs sont permis. Dernière chose, les Gilets jaunes, je peux vous le dire, comptent beaucoup sur la convergence, beaucoup sur ceux du climat. Or, on a vu sur certains médias Internet des analyses très profondes et très intéressantes sur ce qui s'est passé notamment le 21 septembre avec cette difficulté à se réunir alors que tout est là. S'il y a un nombre puissant de gens qui vont subir demain ce que les Gilets jaunes subissent aujourd'hui, comme a dit M. Plenel tout à l'heure, c'est là que peut-être une prise de conscience totale pourrait être faite et nous permettre d'éviter le pire. Merci. Alors, monsieur, et quelqu'un a un micro là pour monsieur au milieu? Et après, on prendra une dernière question. Oui, merci. Et on tâchera de répondre. D'accord. Merci. Je trouve que le débat sur mandat impératif, mandat représentatif est assez fondamental. Ça touche au fonctionnement intime de notre démocratie, même si la démocratie, ce n'est pas que ça. Vous avez raison, monsieur Plenel, qui est une horlogerie finalement assez complexe et on s'en aperçoit de plus en plus fragile. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est suffisamment exigeant vis-à-vis de nos représentants, nous citoyens? Je ne parle pas des représentants en général, je parle de notre député, celui que nous avons élu dans notre circonscription, qui doit être proche de nous. Est-ce qu'on pourrait imaginer des petits parlements par circonscription devant lesquels ces personnes-là auront des comptes à rendre? Aujourd'hui, elles ne rendent de compte qu'à leur parti, en général, pour être investis la fois d'après. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les citoyens s'emparent de ce fonctionnement-là avec des personnes qui sont censées les représenter et qui sont censées être proches d'eux? D'accord. Alors, monsieur, pour la dernière question, là-bas. C'est monsieur là-bas au fond, là-bas. Oui, merci beaucoup. Je veux d'abord vous remercier pour toutes vos interventions, particulièrement Mme Salna aussi pour l'écrit que vous avez réalisé. Effectivement, donc Jojo, le gilet jaune et tout ce que vous avez dit méritait d'être dit et écrit et je voulais le souligner ici. Question très rapide, mais avant celle-là, en 30 secondes, Monsieur Plenel, revenir sur vos propos sur la démocratie anglaise et américaine. Effectivement, elles sont certainement plus évoluées, en tout cas, elles portent un contre-pouvoir plus important que la nôtre vis-à-vis de ce système présidentiel.
pour résumer, mais ça n'empêche pas non plus les populismes. Il n'y a qu'à voir aussi le vote sur le Brexit et l'élection de Donald Trump. Donc le système parlementaire, oui, mais c'est pas non plus un garde-fou pour une république plus idéale. Et donc j'en viens à ma question. Le mouvement des Gilets jaunes, oui, mais maintenant, alors des intellectuels, des journalistes, des chercheurs, comme vous ici présents, vous faites le boulot. Pour cela, moi, je vous en remercie. Mais maintenant, la suite. Est-ce que c'est une nouvelle constitution, une 6e République? Est-ce que c'est un nouveau parti politique, un nouveau mouvement qui va porter de nouvelles idées? Parce qu'effectivement, je vous rejoins, la République n'est pas finie, elle reste encore à développer, mais maintenant, comment on la porte? Ou alors, est-ce qu'on se retrouve encore tous les week-ends sur des ronds-points pour penser à l'avenir? Mais il faut, j'ai envie de dire, transformer l'essai. Bon, beaucoup de questions très larges et très difficiles, mais il faudrait essayer d'y répondre assez brièvement au niveau de la... Je crois que ce qui devrait nous inspirer, c'est que nous devrions avoir honte. Je veux dire, nous devrions avoir honte. À la veille de mai 68, un éditorial avait fait grand bruit qui était « La France s'ennuie ». Et puis ensuite est arrivé mai 68. Et c'est pas que la France s'ennuyait, c'est que la France avait accepté, nous avions accepté globalement la fameuse formule de Mme Thatcher, résumée en 4 lettres T-I-N-A, « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Depuis la chute du mur en 89, c'est-à-dire depuis 30 ans, il s'est installé une chape de consentement sur l'idée qu'on est débarrassé du communisme réel, des goulags, etc. Et maintenant, il n'y a pas d'alternative. Au moins, il y en avait une. Je ne dis pas qu'elle était bonne et que dans ses résultats, elle était glorieuse, mais j'ai dit qu'il y en avait une. Et petit à petit, et je le reproche aussi, comme je disais tout à l'heure à ma famille politique, à la gauche, je le reproche à des intellectuels ou à des artistes de gauche, d'avoir petit à petit, pas tous, ce serait très injuste, car très nombreux sont ceux qui ne l'ont pas accepté. Mais globalement, nous étions entrés dans ce sommeil dogmatique, il n'y a pas d'alternative. Et tout à coup, ce sont des aides-soignants, des gardiens, des types qui travaillent dans des supermarchés au gardiennage, ou des filles qui sont caissières à temps toujours, jamais à temps complet, ne peuvent pas l'obtenir. Elles n'obtiennent toujours que du travail partiel. Bon, que des contrats partiels. Eh bien, ce sont eux qui nous ont dit, il y a peut-être une alternative. On est là. Vous avez évoqué leur hymne, le « On est là » est formidable. Ils sont là. Eh bien, ils sont encore là. Et nous devrions avoir honte d'avoir attendu si longtemps pour qu'on nous donne cette leçon. Cette leçon, c'était « Ah bon, il n'y a pas d'alternative, alors nous, qu'est-ce qu'on devient s'il n'y a pas d'alternative ?» Et c'est ça que dit le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est à ça qu'il faut donner une suite. Chacun, là où nous sommes, et dans la mesure de nos moyens. Alexis ? Non, juste peut-être un mot. À mon avis, il faut quand même faire attention aux comparaisons avec 68 du point de vue de l'ampleur. Il faut se souvenir quand même que 68, c'est 10 millions de grévistes. Là, on est dans des quantitativement et je pense dans des proportions bien moindres. Il n'empêche que du point de vue de la remise en cause d'un certain nombre de choses établies et du point de vue du geste, qui consiste effectivement à s'arrêter, à réfléchir et à remettre en cause, disons, ce qui est imposé d'en haut, il y a évidemment des parentés. Alors, qu'est-ce que retenir de ce mouvement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Je pense que ce qui est très important, et ce qui est quand même encore une fois assez nouveau, c'est le fait qu'un certain nombre de gens ont expérimenté des formes de sociabilité, des formes de socialisation politique, des formes de discussion qui n'existaient pas avant. Et tout à l'heure, Daniel Salnave parlait des universités populaires. D'une certaine manière, ça a joué ce rôle-là. C'est-à-dire que beaucoup, je pense, de gens qui ne faisaient plus de politique, qui ne s'intéressaient plus à tout un tas de choses, se sont remis à discuter. Et ça, je pense que c'est, quoi qu'il en soit, un acquis de ce mouvement. Et il faut espérer que, disons d'une certaine manière, que ça puisse continuer comme ça, c'est-à-dire que on puisse retisser des liens en dépit de la désaffection des partis politiques, de la désyndicalisation, qu'il y ait d'autres formes de solidarité qui puissent se nouer. Et je pense que c'est sur ces nouvelles solidarités qui sont peut-être plus locales, moins politisées, mais en même temps nouvelles, qu'il faudra s'appuyer. Voilà, merci. Edoui ?
je pense qu'il faut croire ce qu'on écrit et qui est présent à ce salon du livre ou dans des débats. Je pense par exemple à Thomas Piketty qui parlera demain. Que ce que raconte Thomas Piketty quand il commence ses grands ouvrages sur le niveau d'inégalité atteint en le mettant dans une perspective historique. Il dit qu'on a atteint le même niveau d'inégalité entre une minorité d'ultra-riches et la grande masse, c'est-à-dire ce n'est pas les inégalités entre nous tous qui sommes là, hein, c'est la captation de l'essentiel des richesses par une infime minorité, que à ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est-à-dire la fin du 19e et le début du 20e. On a cité Jaurès. Nous savons d'expérience vécue qu'un monde comme celui-là est intenable et qu'il court à la guerre. C'est ça que nous avons sous les yeux. Et s'y ajoute la prise de conscience que notre monde, eh bien, il n'est pas éternel, que nous vivons une crise de civilisation, que notre puissance technologique nous a fait oublier le tout vivant du monde et que le tout vivant du monde, en le détruisant, peut emporter aussi notre propre espèce. Nous sommes dans cette course de vitesse. C'est imbriqué. Il y a un an, la démission de Nicolas Hulot, lui aussi, c'est pas un révolutionnaire, etc., tout ce qu'on veut, quand il démissionne dans un contexte, c'est des lobbies, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit la politique économique qui est menée est contraire avec l'objectif climatique. Donc, je veux dire, tout ça est lié. Hein, et donc, en effet, fin du monde, fin du mois, mais plus essentiellement, changer de logiciel. Les chiffres que j'ai rappelés là, mais il y en aurait plein d'autres, et Guillaume est un puits de science sur ça, sur la captation des richesses. Le New York Times a sorti, on l'a tous partagé, une infographie animée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours sur le taux d'imposition aux États-Unis. Rappelant qu'après justement la catastrophe européenne, qui je rappelle par 2 fois a produit quoi? Ce qu'on a appelé des guerres mondiales. Ben, on s'est dit, il faut arrêter de faire les imbéciles. Et donc, il faut mieux répartir les richesses. Et le taux d'imposition jusqu'à l'offensive Thatcher-Reagan, pour les plus riches, pouvait atteindre 80-90%. Ils avaient tout à fait de quoi vivre. Mais ils étaient immensément riches par la dynamique de la société, donc ils devaient rendre. Ça s'est inversé en 40 ans. Totalement inversé. Et y compris dans notre propre paysage à nous, aujourd'hui. Ce qui donne que quand Notre-Dame brûle par un accident de malveillance, etc., on ne s'occupe pas du plomb, là, confère les révélations de Mediapart, mais on est ravi de se dire « Ah, monsieur Pinault, monsieur Arnaud vont donner tant d'argent. » Mais oui, ben cet argent, pourquoi on ne le donnerait pas aussi pour les questions sociales, aussi pour la situation de l'hôpital, aussi pour les emplois à l'école? Et donc, vous voyez bien que merci d'applaudir, mais je dis ça pour nous secouer un peu, et en effet pour dire que c'est pas fini, et que les gilets jaunes, c'est pas parce que la visibilité n'est pas la même, au contraire la question est posée. La question c'est quoi? Et pour répondre à votre question, je pense qu'il n'y a pas de raccourci, et c'est bien ce qu'a montré cette histoire. Le monde politique professionnel n'a pas été au rendez-vous, y compris celui qui se réclame de « il faut une nouvelle république, il faut une république plus sociale » et tout. Ils ont regardé d'en haut. Ils ont regardé d'en haut. Des militants ont été. Mais les professionnels ont pris des distances, ont été sur le côté. Vous avez parlé des violences. Il n'y a même pas eu une immense marche blanche sur les violences. En disant, ok, les gilets jaunes, c'est leur affaire, mais nous, les violences, nous sommes solidaires des gilets jaunes, on ne peut pas tolérer ça. Une immense marche appelée par toutes les organisations de défense des principes. Il n'y a pas eu ça. Et donc, je dis ça sur... si on croit ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est dans cette course de vitesse où le pire peut arriver. Car en effet, s'il n'y a pas de réponse, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Et nous l'avons sous les yeux. Un cours autoritaire et identitaire. Quelle est la nouveauté de notre époque? C'est l'émergence de démocraties autoritaires, de pouvoirs issus de l'élection qui piétinent les droits fondamentaux. Il s'appelle Bolsonaro, il s'appelle Trump, il s'appelle Erdogan, il s'appelle Poutine, Xi Jinping, Modi, mais je vous laisse faire la liste européenne.
la même évolution du pouvoir autoritaire. Parce qu'ils paniquent, ils savent eux aussi que c'est pas tenable. Mais eux sont dans le court terme. Être dans ce que Bruno Latour appelle un monde offshore, des élites offshore, qui ne se sentent plus comptables du bien commun. Qui se disent, après moi le déluge, hein, je vais m'en sortir après moi le déluge. Hein, voilà, je cherche d'abord à préserver, et donc je ne m'occupe pas du sort commun. Donc face à cela, et pour moi c'est ça le message de ce mouvement que personne n'a décrété et qui a été fait par toutes ces personnes qui se sont rencontrées, qui se sont politisées, le mot a été dit, qui ont bougé, qui ont changé, dont certains pouvaient voter extrême droite avant et d'autres NPA, et puis se retrouver, puis se mettre à discuter, et puis d'autres, la majorité, ne pas voter. Quelle est la réponse qu'ils donnent? Et le mouvement des jeunes sur le climat, c'est la même. Nous ne pouvons compter que sur la société. Je cite au début du livre une phrase qui m'importe beaucoup de Walter Benjamin. Walter Benjamin, un critique au fond à gauche pourrait-on dire, mais de l'idéologie du progrès. L'histoire serait écrite. Hein, comme disait Marc Bloch, l'histoire ne fait rien. Hein, l'histoire, voilà, elle fait, mais elle fait de l'inattendu, de l'imprévu. Hein, l'idée, les libéraux, comme une certaine variante du marxisme, a pu se dire l'histoire est écrite, on sait où elle va. Et Benjamin dit, Marx dit, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Il dit non, c'est pas ça la bonne formule. La révolution, c'est plutôt ce moment où dans le train, les passagers du train, donc ils sont très divers les passagers du train, ils n'ont pas décidé d'aller faire la révolution ensemble, comprennent que le train va dans le mur ou dans le gouffre et déclenchent le signal d'alarme qui va faire déclencher les freins et faire que le train s'arrête. Et pour moi, ça ne se décrète pas les révolutions et les idées avant-gardistes de ce point de vue sont toujours erronées. Les révolutions, quand elles viennent, elles sont en avance sur les avant-gardes, toujours. Mais c'est cette idée qu'aujourd'hui, nous avons besoin que le mouvement de la société tire le signal d'alarme, arrête ce train d'enfer. Je termine juste, nous regardons des violences, des désordres, qui ne sont pas loin, parce que la guerre dont je parle, elle n'est pas loin. Nous sommes le 3e pays vendeur d'armes du monde. Et nous le vendons au régime qui crée les désordres. Et les désordres qui vont faire retour, y compris chez nous, dans une partie de notre jeunesse déboussolée, égarée. Et nous trouvons ça normal. Nous trouvons ça normal d'armer des dictateurs. Nous avons fait une enquête avec tout un dispositif de jeunes enquêteurs pour montrer que, on dit on vend des armes. Et la ministre de la Défense a dit, mais d'ailleurs elles ne servent pas. Genre on vend des armes et elles ne servent pas. Du coup on a été faire l'enquête. Et on a montré qu'elles servent évidemment. Que quand il y a la famine au Yémen et une guerre civile et des populations civiles, ce sont nos armes aussi. Quel monde préparons-nous? Et en ce sens, Jaurès, qui n'était pas naïf sur le militarisme impérial allemand, qui n'était pas un pacifiste béat, loin de là, mais il avait compris ça, que ce monde courait à l'abîme. Eh bien, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous devons tous être des Jaurès et tirer le signal d'alarme. Merci à tous les intervenants, merci à vous. Ce sera donc le mot de la fin de ce débat sur un sujet qui continuera, je pense, de nous occuper longtemps. Monsieur Plenel, puisqu'on a la chance d'avoir un journaliste et plusieurs ici,